Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes normalement en live sur la page LinkedIn de la journée du CSE. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous pour cette 16e édition. J'ai le plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Je sais que quelques-uns me connaissent. Peut-être pas la première fois que vous assistez à un événement de la journée du CSE. Je prends toujours autant de plaisir à pouvoir l'animer après cette petite pause estivale. Chacun recharge ses batteries, même si la journée du CSE ne s'est pas mise en pause. Il y avait toujours le site internet et nos actualités sur LinkedIn qui pouvaient vivre encore chaque semaine. Donc voilà, on a bien rechargé les batteries, j'ai pu m'entraîner. Je remercie d'ailleurs le cabinet ICG Conseil que je vais avoir plaisir à accueillir dans quelques minutes pour les entraînements, pour les interactions, les échanges et la préparation de ce live. On est ensemble pendant 2 heures, live interactif, donc je vous encourage du coup à venir participer avec nous. On va prendre le temps d'évoquer ensemble 2 sujets. Je vais pouvoir accueillir Nelly Cassin et Céline Bachelier du cabinet ICG Conseil, où on va pouvoir traiter d'une problématique sur la mise en conformité RGPD du CSE. Je sais peut-être que vous l'avez déjà vu sur notre chaîne, sur les éditions précédentes, thématique qu'on a déjà traitée, mais cette fois-ci, on a essayé de voir ensemble avec le cabinet ICG et puis avec Nelly et Céline, une manière un peu plus pragmatique, un peu plus dite pratique. On va vous donner des clés pour garantir la mise en conformité RGPD et puis comprendre tous les enjeux de la RGPD, les prérogatives de la CNIL par rapport à toutes les données sensibles que peuvent être amenées à traiter un CSE. Bonjour Nelly, bonjour Céline, la parole est à vous pendant 1 heure. Merci Bonjour. beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme on a dit, on est là pour parler un peu du RGPD. Donc, qu'est-ce que c'est? On va commencer d'abord par se présenter peut-être. Donc, moi, je suis Céline Bachelier. Donc, je suis responsable de la BU Risque et Conformité. Et pour ce faire, en fait, j'ai plusieurs formations, la formation CSG Academy, PLB Consultant, et ce sont tous, en fait, des organismes agréés par la CNIL. Et grâce à cela, j'ai pu être DPO, donc délégué à la protection des données, et j'interviens en tant que DPO externalisé pour plusieurs CSE, dont Dassault Systèmes, et puis même, j'ai pu participer à la mise en conformité d'autres CSE comme BNP, Renault-Guyancourt, Randstad, voilà. On a une vraie expertise sur tout ce qui est RGPD et CSE et on est là un peu pour en parler pendant 1 heure avec vous. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nelly Cassin. Je suis également consultante RGPD chez ICG Conseil et je suis aussi DPO certifiée. Pour ma part, mes missions, c'est beaucoup avec les CSE, notamment Airbus Marignane et le CSE CNP Assurance. Et j'accompagne aussi l'ASC-BNP. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble, tout d'abord, qu'est-ce que le RGPD? Donc, on va vous décrire un petit peu, ça va être une partie assez théorique, mais vous expliquer, qu'est-ce qu'on entend par le RGPD. On va voir aussi, les données qui sont concernées par le RGPD et en particulier, concernant les CSE. Ensuite, on va passer sur une partie un peu plus pratique, où on va vous expliquer comment se mettre en conformité, comment maintenir sa conformité au RGPD et ensuite on va pouvoir conclure et répondre à vos quelques questions, même si bien sûr on répondra tout au long du live à vos questions. Donc, qu'est-ce que le RGPD? Alors là, ça va être la première partie un peu théorique. On va passer rapidement dessus parce qu'on pense que vous avez un peu les bases, surtout si vous avez l'habitude de regarder les webinaires. Donc, le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc, ça s'applique à toute organisation, qu'elle soit publique, privée, du moment qu'elle traite des données à caractère personnel. Notamment pour toute personne en tout cas qui résident dans l'Union européenne ou si l'entreprise réside sur le territoire de l'Union européenne. Donc, en fait, en général, les CSE sont forcément concernés, d'autant que vous traitez un nombre important de données qui peuvent parfois être sensibles. Plus juridiquement, le RGPD est rentré en place en 2018 et comme je le disais, il est très lié à la territorialité sur l'Union européenne. Les risques, ce sont surtout des amendes administratives, donc par la CNIL, qui peuvent monter jusqu'à 20 millions d'euros, ou il peut y avoir aussi d'autres types de sanctions comme des mises en demeure, ce genre de choses. Il y a également des sanctions pénales qui sont possibles, notamment pour le bureau, les élus, à savoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. C'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Et puis les autres types de sanctions qu'on peut avoir, c'est plutôt des sanctions liées à la réputation, à l'image de marque du CSE, du syndicat, de l'entreprise mère, ce genre de choses. Donc l'idée vraiment, c'est au fil
au fil du temps et au fil de nos expériences, on a pu se rendre compte que les CSE, en fait, veulent se mettre en conformité à RGPD très souvent, mais qu'au final, c'est un sujet qui leur parlait assez complexe, avec un petit effet labyrinthe, ils ne savent pas trop par où commencer, ni comment arriver à se mettre en conformité. Donc, il y a un manque de connaissances techniques, des fois, un manque de connaissances juridiques. Et donc, vraiment, le but de ce webinaire, pour nous, c'est un peu de démocratiser le sujet, de vraiment vous donner les clés pour comprendre toute la notion. Donc, forcément, ça passe sur la deuxième partie, à savoir quelles sont les données qui sont concernées. Alors, ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est qu'il y a des données personnelles partout au sein des CSE. Ça peut aller de la boîte mail qui est remplie de mails ou de documents et qui n'est jamais vidée, ou ça peut être aussi, par exemple, des photos que vous prenez lors de vos événements. Pour être simple, c'est quoi une donnée personnelle? Une donnée personnelle, c'est vraiment une information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou qui la rend identifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne physique peut être identifiée directement avec des informations d'identification fortes, par exemple un nom, prénom, matricule d'ouvrant droit ou des cartes nationales d'identité. Là, tout de suite, on voit de qui on parle. Et puis, ça peut être aussi indirect. Ça peut être un numéro de téléphone, un numéro de plaque d'immatriculation, une adresse mail, une adresse postale, ce genre de choses. Et en fait, ça permet de remonter à la personne, donc de l'identifier. Et puis, pour entrer un peu plus dans le détail, l'identification, elle peut être réalisée à partir d'une seule donnée forte, par exemple la carte nationale d'identité, on peut penser à des prestations de voyage, par exemple. Et puis, ça peut être aussi un ensemble de données très faibles. Par exemple, on sait que monsieur X a tel âge, on sait que monsieur X a tant d'ouvrants droit, on sait que monsieur X participe à telle prestation. Et en fait, pris de manière individuelle, on ne peut pas savoir qui est monsieur X. Alors que si on fait un croisement des données, on peut vraiment identifier qui est la personne, on peut avoir ses habitudes de vie, etc. Et donc, l'ensemble des données deviennent des données à caractère personnel qu'il faut protéger. Et donc, ce dont on se rend compte très rapidement, c'est que les CSE ont beaucoup de données personnelles, que ce soit des données fortes ou faibles, mais en tout cas, vous avez beaucoup de données, et y compris des données sensibles, justement. Alors justement, si on s'intéresse un peu aux données qu'on va qualifier de sensibles, donc ce sont des données personnelles, mais qui vont avoir en fait un impact beaucoup plus important si jamais elles étaient divulguées à des personnes malveillantes, ou en tout cas des personnes qui n'auraient pas dû avoir accès à ces données. Donc on peut par exemple penser à un impact qui pourrait être la discrimination des personnes. Ça va être des données qui vont être par exemple l'origine raciale ou ethnique, ça va être les opinions politiques ou l'appartenance syndicale, les convictions religieuses et philosophiques. Ça va être toutes les données qui vont concerner la génétique, la biométrie et la santé. Ça va être des données sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. On va avoir des données aussi qui vont pouvoir permettre l'usurpation d'identité. Donc on peut penser à la carte d'identité, au passeport, à la carte vitale avec le numéro de sécurité sociale. Et ça va être les données aussi qui vont concerner toutes les condamnations pénales ou les infractions. Et donc nous, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que les CSE, forcément, sont en rapport avec beaucoup de ces données sensibles-là. Notamment, on va avoir les cartes d'identité ou alors les passeports, ou alors les données de santé, par exemple les attestations ou les cartes MDPH. Quelque chose de très important à prendre en compte également, ça va être les traitements qui vont être effectués sur ces données, heu, notamment sur ces données sensibles. À chaque fois qu'on va vouloir traiter une donnée, déjà, il faut bien se souvenir qu'un traitement, c'est pas juste, par exemple, une modification de données ou un transfert de données. À partir du moment où on stocke des données, c'est déjà un traitement. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir faire avec une donnée. Pour légitimer le traitement, et en particulier le traitement de données sensibles, on va pouvoir mettre en place des bases légales. Donc parmi les bases légales existantes, on va avoir le consentement, les intérêts légitimes du responsable de traitement des données. On va avoir le contrat, les obligations légales, l'intérêt public et la sauvegarde des intérêts vitaux. Dans le cadre des CSE, les bases légales qui vont être les plus importantes et les plus utilisées, ça va être le consentement notamment. Donc c'est-à-dire un consentement, ça doit être un acte clair, positif, ça doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Ça doit vraiment être un acte volontaire de la part de la personne, et c'est notamment ce qui va pouvoir légitimer le traitement de données sensibles qu'on a vu juste avant. On va avoir aussi, la base légale du contrat qui va être très utile parce qu'elle va notamment permettre de définir les droits et obligations des parties prenantes. Donc voilà, et on va voir également les obligations légales, et là, on peut penser, par exemple, à la conservation des documents comptables ou aux documents qui rentrent dans le cadre de contrôle de l'URSSAF.
Les autres traitements, les autres bases légales pour les traitements vont être un peu moins utilisées par les CSE. Un autre élément important, quand on parle du RGPD, ça va être la définition des rôles, la qualification, en fait. Et donc dans ce cadre-là, on a plusieurs responsabilités. On va avoir tout d'abord le responsable de traitement. Donc là, c'est le CSE. C'est l'acteur qui va déterminer la finalité et les moyens du traitement, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va traiter les données et comment on va les traiter. Ensuite, un peu plus technique, on va avoir le responsable de traitement conjoint. Donc là, on peut penser à la société mère. Là, ça veut dire que la responsabilité en termes de détermination des finalités et des moyens de traitement va être partagée entre le responsable de traitement et le responsable conjoint. Donc c'est important de retenir qu'en fait, ça veut dire que chaque acteur va avoir, une utilisation, des données, qui va pouvoir être propre, mais qui sera toujours conjointement décidée. Le Est-ce que dernier acteur je voulais juste oui? poser une question, est-ce que le dirigeant de l'entreprise peut prendre la casquette de responsable de traitement au lieu du CSE? Non, parce que c'est en termes d'entité. D'accord, ok. Le dernier acteur important et qu'on va beaucoup aussi retrouver auprès des CSE, ça va être les sous-traitants. C'est-à-dire que là, c'est un acteur qui va traiter les données, mais sur les instructions du responsable de traitement, c'est-à-dire que le sous-traitant ne définit pas la finalité et les moyens. C'est le responsable de traitement qui va les définir et qui va demander au sous-traitant de traiter les données en suivant ce qu'il aura déterminé. Et donc là, par exemple, on peut penser aux outils de gestion. Ben, à ce moment-là, je peux continuer. Là, on va vraiment passer à la partie vraiment pratique, donc le cœur vraiment de ce webinaire, c'est comment mettre en conformité un CSE. Alors, l'un des premiers éléments vraiment, à prendre en compte et à avoir en tête lors de la mise en conformité, c'est de donner la possibilité à vos bénéficiaires de faire valoir leurs droits qui sont énumérés dans le RGPD. C'est vraiment le cœur de la conformité. C'est ce que la CNIL contrôle le plus. Donc là, on a la liste des droits. Je ne vais pas rentrer en détail dans chacun des droits, mais on va mettre l'accent sur les principaux, en tout cas pour les CSE. Le premier, c'est vraiment le droit à l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne a le droit d'avoir un regard sur ce qui est fait de ces informations et comment vous les traitez. Et donc, par conséquent, un exemple typique, c'est que le CSE doit publier en fait à tous une politique de confidentialité. Donc ça, c'est une des premières obligations. Il y a également le droit d'accès. Donc, chaque personne, chaque bénéficiaire peut demander à obtenir une copie de toutes les informations que vous détenez à propos d'elle ou peut-être même à propos de ses ouvrants droit en fonction de leur âge. Après, bien sûr, il y a d'autres droits. On a le droit à l'opposition. Donc, par exemple, le bénéficiaire peut s'opposer à ce que vous traitez certains dossiers ou certaines données de manière plus globale. Il y a le droit de rectification. Ça, en général, c'est plutôt le cas dans la plupart des CSE, c'est permettre aux bénéficiaires de pouvoir modifier leur information le plus rapidement possible. En général, c'est déjà fait sur l'outil de gestion, mais c'est important de l'avoir en tête. Et puis, il y a d'autres droits, comme le droit à l'effacement, si le bénéficiaire ne veut plus figurer dans vos données, il y a le droit à la limitation. Et puis, il y a deux autres droits dont on ne va pas parler du tout parce que ça ne concerne pas directement les CSE. C'est le droit à la portabilité des données et le droit de demander une intervention humaine. Pour faire simple, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est vraiment que si un bénéficiaire veut faire valoir un de ses droits, en tant que CSE, vous avez en général 1 mois pour y répondre, avec une prolongation possible de 2 mois en fonction de la complexité et du nombre de demandes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, il faut que vous ayez un contact clairement identifié et disponible pour traiter ces demandes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contact, par exemple, dans votre politique de confidentialité pour que les personnes puissent vous adresser leurs demandes. Et deuxièmement, ça veut dire en interne, avoir mis en place des process pour traiter ces demandes et pour prouver en cas de contrôle à la CNIL qu'effectivement, vous gardez une trace de toutes les demandes qui ont été effectuées. Justement, comme le disait Céline, donc la gestion des droits et le respect des droits, c'est quelque chose de central dans la mise en conformité. Et pour s'assurer de la prise en compte de ces droits, c'est important de passer en mode projet. Et donc, qui dit mode projet, dit aussi gouvernance et instance de gouvernance. Donc, si on s'y intéresse, on va avoir tout d'abord une instance, on va dire plutôt décisionnaire, qui va être le comité de pilotage, qui va rassembler en fait le bureau, les élus, et qui va permettre de définir les décisions et la direction, on va dire, stratégique qu'on va mettre en place pour le projet de mise en conformité, et qui va prendre voilà, toutes les décisions, par exemple en termes de planification au niveau des préconisations pour valider ensemble la trajectoire et la définition en fait, de tout le projet de mise en conformité.
On va avoir ensuite des instances qui vont être plutôt opérationnelles. Donc on va avoir le comité de projet, qui va rassembler donc, le consultant RGPD et le référent RGPD en interne. Ça va être, une instance qui va se rassembler, enfin, en fonction du nombre de personnes, plutôt de manière, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Hem Et c'est là où on va pouvoir, suivre les différents jalons, du projet en fait, de voir les différentes étapes et d'un point de vue plus opérationnel, tous les besoins au niveau du projet, de voir les livrables, de voir les différentes étapes vraiment au niveau de tout le planning. Et enfin, on va avoir l'équipe projet, toujours d'un point de vue assez opérationnel, qui va être composée, du comité projet et après de tous les experts métiers, donc par exemple, toutes les personnes qu'on va pouvoir inviter aux ateliers. Et aussi les prestataires, donc les experts plutôt logiciels, on va dire, qui vont nous accompagner aussi pour déterminer, en fait, pour apporter les éléments pour le contenu, on va dire, du projet et pour faire avancer le projet au niveau des jalons. Donc vraiment, comme vous l'avez compris et Nelly a beaucoup insisté dessus, la mise en conformité, c'est vraiment un projet. C'est un projet qui s'étale en général, sur un an et l'idée vraiment de cette slide, c'est de bien vous présenter un peu rapidement tous les différents jalons, toutes les différentes phases et puis après nous allons faire des focus peut-être sur les moments clés ou sur les documents clés, pour vous éclairer un peu plus sur ce qu'il faut faire concrètement. Donc de manière générale, la première phase, c'est vraiment une phase d'audit. C'est vraiment un état des lieux de la conformité de votre CSE. C'est vraiment, une phase où il y a beaucoup d'ateliers, qui permettent d'établir une première cartographie des données que vous traitez, des outils que vous utilisez ou des traitements que vous pouvez faire. La deuxième étape, qui en général peut être menée en parallèle de la première, c'est vraiment la rédaction de la politique de confidentialité. L'idée, c'est vraiment de répondre rapidement au droit à l'information. Cette politique, elle va être amendée au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc, l'idée, c'est vraiment que les bénéficiaires puissent avoir un niveau d'information à jour tout au long de cette mise en conformité. La troisième étape, c'est la mise en place concrète des bases légales de traitement. Donc, si on parle par exemple du consentement ou du contrat, ça va passer par une petite case à cocher sur votre site web ou sur votre outil de gestion. Et puis, une fois que toutes les étapes précédemment énumérées, en fait, ont été menées à bien, on va commencer à construire le registre des activités de traitement. Alors, c'est vraiment une opération qui peut s'étaler sur un mois, en fonction de vos nombres de traitements, de la complexité de ce que vous faites sur les données personnelles. Et donc, en parallèle de cette construction, c'est intéressant de commencer aussi à prendre contact avec vos prestataires, parce qu'eux peuvent vous fournir des informations qui vont vous aider à compléter ce registre. Ça peut être, par exemple, des informations de sécurité, ce genre de choses. Et puis, ce qu'il faut aussi garder en tête, et c'est pour ça que le registre prend en général un trimestre à être mis en place, c'est que la construction de ce registre passe forcément par des phases de réflexion. On va changer des process existants, on va en créer de nouveaux, par exemple des politiques d'archivage, ce genre de choses. On va se demander comment on va gérer les futures pièces jointes. Vraiment, l'idée, c'est de faire un état des lieux et de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer et on va retranscrire tout ça, notamment dans le registre des activités de traitement. Et donc, une fois que toute cette première documentation a été élaborée, il faut commencer à suivre cette conformité et peut-être à mettre à jour d'anciens documents ou créer de nouvelles documentations comme des chartes informatiques, des process. Donc tout ça, c'est un gros travail de documentation, de rédaction, mais une fois que c'est rédigé, il faut diffuser cette culture. Il faut vraiment diffuser la culture RGPD au sein de votre entreprise. Et donc, c'est important de pouvoir mettre en place des formations qui sont répétées, mais surtout ludiques et adaptées en fonction du public. Ça peut être des formations spécialisées pour les élus, les salariés, les bénévoles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir leur donner quelque chose de pédagogique. Donc, une formation, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie pour pouvoir avoir vraiment l'attention de tout le monde. Et puis, ce qu'il faut garder en tête vraiment, c'est qu'il faut intéresser les personnes parce que ce sont eux, les collaborateurs, les élus et les bénévoles, des fois, qui sont les premiers remparts pour le RGPD. Donc, c'est très, très important d'avoir vraiment un process de formation qui soit détaillé et défini et adapté. Et en cas de contrôle à la CNIL, c'est très apprécié. Et puis pour finir, la dernière phase, c'est vraiment un audit de sécurité technique. Donc en général, on accompagne les CSE dans la définition d'un cahier des charges et dans le choix d'un prestataire qui va venir vraiment faire un audit technique de sécurité, donc tester par exemple votre outil de gestion ou votre parc informatique. Et justement, après, on pourra voir après comment mettre en place peut-être un plan de remédiation. Donc voilà, ça c'est vraiment le projet sur un an avec les grandes phases. Et maintenant, on va rentrer en détail au fur et à mesure sur les moments clés.
Est-ce que ce projet d'1 an, il est propre à tout secteur d'activité ou peut-être un secteur d'activité spécifique fait que ça peut être raccourci, ça peut être rallongé? Est-ce qu'il y a une incidence là-dessus? Alors, il est commun à peu près à tous les secteurs, mais ce qui va pouvoir le raccourcir ou pas, c'est la complexité de vos traitements, le nombre de données que vous traitez. C'est plus ça. La philosophie et la méthode est toujours la même. Et en général, sur 1 an, on a le temps de voir beaucoup de choses et de mettre en conformité, mais la durée est vraiment plus à proportionner en fonction du nombre de données que vous traitez, de votre grosseur de CSE, du type de traitement que vous faites. Parce que, par exemple, il y a des CSE qui vont faire des voyages à l'étranger, donc avec des données sensibles. D'autres pas, ils feront que de la billetterie. Voilà, c'est plus lors de la phase d'audit, en fait, qu'on arrive vraiment à se dire, OK, nous pouvons partir sur tant de mois, et tant de semaines. Mais en général, globalement, on est aux alentours d'un an. OK. Donc justement, si on s'intéresse à la première phase, la phase d'audit, l'idée, ça va être de rencontrer tous les acteurs qui vont traiter des données dans le CSE. Donc, on va rencontrer tous les membres, en fait, tous les pôles d'activité, les services, les commissions. Euh, donc, sur une durée qui va être assez variable. En général, ça va être 1 heure. Après, en fonction du type d'atelier, par exemple, comptabilité et informatique, ça peut être plus long ou alors il peut y avoir plusieurs ateliers sur ces thématiques-là. Et en fait, au travers de thématiques qu'on va pouvoir déterminer à partir de la CNIL, en fait, on va regarder ensemble tout ce qui est fait avec les données. Donc, comment est-ce qu'elles sont traitées, comment est-ce qu'elles sont collectées, comment est-ce qu'elles sont conservées, vraiment tout le détail décortiqué, de A à Z, tout ce qui est fait avec les données. On va regarder aussi, en termes de logiciels utilisés, les mesures de sécurité qui sont déjà en place, par exemple les mots de passe. On va regarder les droits d'accès, les habilitations. On va regarder comment les droits sont gérés et si les personnes qu'on a en face de nous sont, un peu sensibilisées. C'est aussi l'intérêt de ces ateliers, c'est que ça va être une première, on va dire, étape dans la formation, des salariés ou des bénévoles ou des élus, qu'on va pouvoir rencontrer parce que ça va être une première phase de sensibilisation sur le fait que, voilà, ils vont nous donner certains éléments qu'ils font et nous, on va en discuter avec eux. On va leur dire, bah voilà, par exemple, ce traitement-là, vous le faites de telle manière, alors qu'il faudrait peut-être conserver les données moins longtemps ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une première étape dans la formation en tant que telle. Après cet audit-là, il va nous permettre de déterminer en fait notre plan d'action. C'est-à-dire qu'au cours de ces ateliers, on va détecter des points d'attention, des carences, comme je le disais, à partir des éléments qui vont nous dire et de ce qu'on aura pu creuser en fait au cours des ateliers. Et en fait, ça va nous permettre, nous, d'évaluer en termes de criticité. Donc, on va se baser sur des risques propres au RGPD, par exemple, risque d'usurpation d'identité, risque de fuite de données, ce genre de choses. Donc, on va établir un niveau de criticité qui va nous permettre ensuite de prioriser ces préconisations liées à ces carences et derrière de pouvoir planifier donc un plan de remédiation en fait qui va s'étaler en termes de trimestres en fait, donc qu'on va étaler vraiment sur 3-4 trimestres en fonction de la complexité et de la criticité, en planifiant par exemple les plus urgents ou alors les plus faciles à mettre en place, les plus rapides au début. Comme ça, on sait que ce qui est le plus urgent et ce qui est le plus simple à mettre en place est traité. Et au fur et à mesure, en se basant toujours sur les catégories de la CNIL, on va pouvoir donner un plan de remédiation qui va être présenté en comité de pilotage et qui va être discuté pour pouvoir déterminer la direction stratégique en fait de la mise en conformité parce que ça va vraiment donner la colonne vertébrale du projet de mise en conformité. Si on s'intéresse maintenant entre les phases 2 et 5 que vous a présenté Céline, en fait, on va avoir toute une série de documents, de livrables qu'on va pouvoir fournir. Et donc ça va faire partie du dossier de conformité. Le dossier de conformité, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de documents qui va être notamment très utile dans le cadre des contrôles, par exemple, de la CNIL, qui va permettre de donner la preuve de la mise en conformité, ou en tout cas de la démarche de mise en conformité du CSE auprès de la CNIL, parce qu'il est important d'avoir une trace, en fait, de toutes ces actions-là. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 documents clés pour nous, qui sont les 4 documents principaux que met en avant la CNIL. Il y en a beaucoup d'autres, on pourra revenir dessus après, mais ceux-là, c'est vraiment les documents majeurs. Donc, on a la politique de confidentialité, la preuve de l'acceptation des bénéficiaires, donc que ce soit sur le contrat ou le consentement,
le registre des activités de traitement et la contractualisation avec les sous-traitants. Donc, on va pouvoir se concentrer sur chacun de ces documents ensuite. C'est ça. Donc, on va commencer avec la politique de confidentialité. En général, les CSE ont déjà une première politique. Mais comme c'est le premier document qui est visible par la CNIL, notamment sur votre site web, c'est vraiment un document qui doit être relu, amendé et qui doit être à jour. Cette politique de confidentialité, son but, c'est vraiment de répondre au droit à l'information des bénéficiaires. Donc, l'idée, c'est de faire preuve de transparence. Au minimum, elle doit mentionner donc l'identité et les coordonnées du CSE et de son éventuel DPO, les données récoltées, les traitements qui sont effectués, ainsi que les finalités. Elle doit également mentionner les bases légales du traitement, donc est-ce que c'est du contrat, est-ce que c'est du consentement, les destinataires, à qui vous les envoyez, à quel type de prestataire, la durée de conservation, combien de temps vous gardez les données, et puis un rappel sur les droits des personnes dont on a parlé un peu plus tôt pendant le webinaire. Donc, afin d'avoir vraiment la liste exhaustive des données qui sont recueillies, il faut d'abord faire un inventaire des types de données qui peuvent être présents au CSE. Donc, on parle de données sur votre outil de gestion, mais on parle aussi des données physiques, par exemple. Donc, une manière un peu pratique de faire cet inventaire, c'est vraiment de transmettre à chaque service un fichier pour relecture, vérification, complétion des données qu'ils ont l'habitude de traiter. Donc ça peut être une première étape, ça va être la première cartographie des données que vous allez avoir à votre disposition. Cette opération va permettre plus tard de remplir le registre d'activité de traitement et puis en plus, ça va permettre également de prendre conscience du nombre et du volume en fait de données que vous pouvez traiter et voir le rationaliser si nécessaire parce que parfois, il y a des données qui sont récoltées et qui ne servent plus à grand-chose et donc, c'est vraiment une phase de remise en question. Et donc, une fois qu'on a la liste des données collectées, il faut commencer à déterminer les traitements et leur finalité. Donc, dans un premier temps, en général, il y a des traitements qui sont communs à tous les organismes. On va parler, par exemple, de la gestion de la comptabilité ou de la gestion de la communication. Ensuite, en général, au sein des CSE, il y a autant de traitements que de services, à minima. Et d'ailleurs, cette liste de traitements doit être faite en collaboration avec vos différents services. Et donc, l'idée, c'est une fois que vous rentrez dans les services, c'est éventuellement faire un peu plus de granularité. Par exemple, dans votre service vacances, vous pouvez avoir peut-être des voyages en France et des voyages à l'étranger. Typiquement, pour ces deux types de services, vous n'allez pas demander les mêmes pièces justificatives, notamment en termes d'identité, par exemple. Et donc, à ce moment-là, c'est là que vous allez éventuellement vous dire, au lieu de faire une seule fiche vacances, on va faire une fiche vacances France et vacances étrangers. Voilà. Donc, l'idée, c'est de creuser au fur et à mesure et de déterminer votre liste de traitement. Ce qui est important, c'est que pour chaque traitement, la liste des données vraiment doit être exhaustive. Et si, justement, cette étape, elle est bien respectée, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps, en tout cas, sur la production du registre d'activités de traitement qu'on va présenter par la suite. Donc, si on vous montre un exemple un peu plus. Au niveau de la rédaction pure du document, le but vraiment, c'est que cette politique de confidentialité soit didactique, pédagogique, comme je l'ai dit. Elle doit être succincte, mais précise. Donc, c'est un vrai exercice. Le but, c'est de se poser des questions concrètes. Ça peut être quelles sont les données personnelles vous concernant que nous recueillons et utilisons? À quelle fin sont-elles utilisées? À qui sont destinées vos données personnelles? Combien de temps nous les conservons? Et toujours le rappel des droits. Quels sont vos droits en tant que bénéficiaire? Donc, le but, c'est de garder en tête que tous les bénéficiaires doivent vraiment comprendre comment le CSE gère leurs données. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un langage compréhensible par tous. Donc, c'est pour ça qu'en général, formuler sous forme de questions, ça parle un peu plus rapidement. Et puis, cette politique, elle doit être informative, facile d'accès. Et c'est dans ce cadre-là que nous conseillons souvent au CSE de mettre cette politique en bas de page de leur site web, dans les footers. Comme ça, elle est directement accessible et sur toutes les pages de leur site web. Alors, un autre document, ou en tout cas un élément important du dossier de conformité, c'est la preuve de l'acceptation des bénéficiaires, donc sur le contrat ou sur le consentement. Là, en fait, cette partie-là, c'est très important parce que donc déjà tout doit être documenté, c'est très important en termes de suivi par la CNIL et ça va être intéressant aussi, parce qu'on va pouvoir effectuer un suivi. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir donc le paramétrage soit des cases de consentement ou d'acceptation du contrat, qui va nous permettre déjà, nous, de pouvoir nous positionner en termes de droit RGPD, tout simplement. Et ensuite, on va avoir un reporting qu'on va pouvoir mettre en place pour déterminer, en fait, s'il y a vraiment un suivi de cet élément-là, combien de personnes ont consenti à l'utilisation de leurs données. Et ça peut avoir beaucoup d'incidence derrière en termes de stratégie.
Et c'est notamment, cet élément-là de case de consentement, c'est notamment quelque chose qu'on a mis en place, nous, au CSE BNP ou alors au CSE Dassault Systèmes. C'est ça. Et un autre document justement, où on a pu travailler dessus durant toutes nos interventions, donc tu as parlé de Dassault Systèmes, tu peux parler du CSE Airbus Magnan, Renault, enfin vraiment, c'est le registre des activités de traitement. En général, les CSE ont besoin d'accompagnement sur ce document qui est le document clé en fait en cas de contrôle vraiment. Et l'idée, c'est que ce document, c'est le cœur de votre mise en conformité. On doit y retrouver facilement quelles sont les données récoltées, quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises en place. Enfin, vraiment, en cas de contrôle, c'est le premier document, c'est le document obligatoire qui est même dans les textes juridiques. Le registre d'activité de traitement, il faut qu'il existe. Et donc, c'est vraiment un document de pilotage et de gestion des données personnelles. Et donc, il doit reprendre et détailler de manière très exhaustive les principaux points qu'on a pu aborder dans la politique de confidentialité. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer un exemple. Donc, par exemple, pour chaque traitement, donc on va prendre un traitement, on va dire, comme je vous disais, gestion des vacances à l'étranger. Donc, pour chaque traitement, il faut détailler au minimum la finalité principale et les sous-finalités. La finalité principale, là, ça va être, par exemple, faire des vacances à l'étranger. Et une des sous-finalités, ça va peut-être être gestion des cartes nationales d'identité, parce que vous avez forcément besoin de ça. Après, ça va être quel type de données vous collectez. Donc, les données recueillies. Il y a une différence entre les données recueillies lambda, nom, prénom, état civil, ce genre de choses, et les données sensibles. Par exemple, dans votre cas, les données sensibles, ça peut être des données type les cartes nationales d'identité ou même, par exemple, des attestations d'handicap, si vous donnez des participations particulières. Après, il faut parler des personnes concernées, des catégories de personnes concernées. Donc, en général, ce sont des ouvrants droit, des ayants droit, peut-être des personnes extérieures. Donc, à qui vous prenez la donnée. Et puis, l'autre face, c'est les destinataires. À qui vous les envoyez? Est-ce que vous avez des tours opérateurs? Est-ce que vous avez des agences de voyage, des prestataires? À qui ces données sont transmises et quelles sont les données qui sont transmises? Parce que vous n'allez pas peut-être transmettre à tout le monde leur carte nationale d'identité. Donc, il faut rentrer un peu dans la granularité. Et puis, pour finir, il faut détailler les mesures mises en place sur votre outil de gestion. Comment vous faites pour sécuriser ces données? Est-ce que, par exemple, les cartes nationales d'identité sont chiffrées? Quand vous envoyez vos données à vos destinataires, est-ce que vous les envoyez via un outil ou juste par mail? Enfin, voilà, faut expliquer quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises en place. Et donc, justement, c'est pour ça que c'est un document qui prend du temps à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on l'étale en général sur un trimestre, parce que en premier lieu, on identifie, comme je vous disais, les traitements, et puis après, on complète au fur et à mesure avec les services, jusqu'à ce que les services soient valides à la fin, chacun des traitements, et c'est ce document-là qu'on va fournir en cas de contrôle à la CNIL. Donc, c'est vraiment le document le plus important. Et il n'y a pas de catégorie plus importante que d'autres. La caractérisation des données sensibles, les catégories des personnes, le fait de formuler le destinataire, en soi, rien ne se place au-dessus d'autres. C'est vraiment cumulatif pour tout au même importance. Exactement, Okay. exactement. Tout doit être rempli de manière exhaustive. Et en cas de contrôle de la CNIL, il va y avoir une attention beaucoup plus particulière si vous avez des données sensibles. Et si vous avez des données sensibles, à qui vous les envoyez? Ouais. Et quand vous les envoyez, quelles sont vos mesures de sécurité? Donc voilà, donc c'est plus si vous avez des données sensibles, des cartes NDPH, des cartes nationales d'identité, effectivement, il faut peut-être être un peu plus exhaustif sur cette partie-là. Mais de manière générale, il faut tout compléter. Ok. La dernière partie qu'on a choisi donc de vous présenter sur le sujet en fait du dossier de conformité, ça va être la partie contractualisation avec les prestataires et notamment avec les sous-traitants. Donc dans cette partie-là, on va avoir 2 éléments qui vont rentrer en compte. Ça va être, un document en fait de contractualisation qui peut être, sous forme d'un document juridique, donc une clause contractuelle qui va être, soit intégrée aux contrats, qui vont être signés, soit, à ajouter en annexe, des contrats comme un avenant en fait, et qui va permettre en fait de lister les parties et leurs obligations, de décrire le traitement, de décrire les données, de décrire la manière dont elles sont traitées. Et on va avoir une deuxième partie qui va davantage concerner les sous-traitants, et qui là va permettre, donc c'est le questionnaire de sous-traitance, qui va permettre de rentrer vraiment dans le détail sur tous les sujets qu'on aura traités déjà dans la clause, donc notamment la liste des données utilisées, mais on va pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail, c'est-à-dire pour quelle finalité donc les données sont utilisées. Est-ce qu'il y a eu des audits déjà mis en place?
Est-ce qu'il y a déjà eu des contrôles de la CNIL chez ce sous-traitant-là? Quelles sont les mesures qui ont été mises en place, que ce soit les mesures techniques ou les mesures organisationnelles? Est-ce qu'il y a un process mis en place au niveau de la violation de données? Donc vraiment de rentrer beaucoup plus dans le détail et c'est notamment ce questionnaire-là qui va être très utile lorsque vous allez vouloir, rédiger votre registre des traitements. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, en bas, donc il y avait toute la partie mesures de sécurité. C'est cette partie-là qu'on va pouvoir remplir avec le questionnaire en détaillant sur chaque partie. On va avoir par exemple les transferts, on va avoir, sécurisation des données, on va avoir gestion des habilitations. Donc c'est cette partie-là qui va être très utile avec le questionnaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à remplir, qui va concerner plus le sous-traitant. La clause va être envoyée à tous les prestataires, mais il y a une attention particulière à porter au sous-traitant parce que dans le cadre du sous-traitant, c'est vraiment le CSE, le responsable de traitement, qui va être responsable en cas de manquement à la conformité, même si c'est côté sous-traitant. Donc ce document-là permet de pouvoir surveiller attentivement cette partie-là. En plus de ces documents-là qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'autres documents en fait dans le dossier de conformité. C'est pas une liste exhaustive. On va avoir d'autres documents qui vont être par exemple les politiques de mots de passe, les politiques de gestion des droits des individus, de gestion de la sous-traitance justement. On va avoir des procédures en cas de violation des données, le registre des violations de données. Donc ça va vraiment être beaucoup plus fourni que ça. Il n'y a pas de liste donnée en fait existante par la CNIL. Ces 4 documents, en tout cas ces 4 parties qu'on vous a présentées jusqu'à maintenant, pour nous, c'est vraiment les plus importants à mettre en place pour les CSE et on va dire les plus, les documents majeurs, en tout cas, qui vont être contrôlés par la CNIL en priorité. Est-ce qu'on a une idée du volume de contrôle qui est effectué par la CNIL? Alors sur la partie, enfin il y en a tous les ans, il y en a énormément. En fait, la CNIL va se concentrer sur une typologie, on va dire, de problématiques chaque année. Donc chaque année, ça va changer. Cette année, par exemple, c'était plutôt tous les sujets qui étaient en rapport avec les Jeux Olympiques. Donc par exemple, le traitement des données de mineurs, les traitements de cartes d'identité, ce genre de choses, la vidéosurveillance. Donc ça va dépendre en fonction des années. En termes de contrôle effectif sur les CSE, il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, mais il y a eu des contrôles déjà sur des organismes à but non lucratif comme des associations. D'accord. Et pour compléter, en fait, les contrôles vont en grandissant. C'est des centaines de contrôles en général par année. Et il y a plusieurs façons de se faire contrôler. La première, qui est la plus connue, c'est par dénonciation. C'est-à-dire, on peut porter plainte, entre grosses guillemets, auprès de la CNIL. Et c'est à partir du nombre de plaintes que la CNIL reçoit qui va porter son attention plus ou moins sur certaines organismes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être en fonction des actualités du moment. Comme disait Nelly, la CNIL s'auto-saisit de certains sujets tous les ans. Par exemple, l'année dernière, c'était sur la fonction du DPO. Et donc, là, pour le coup, c'était très large. Donc, ils allaient voir comment les entreprises nommaient leurs DPO. Est-ce que les DPO avaient vraiment les compétences techniques et juridiques nécessaires pour être DPO, ce genre de choses. Donc, ça dépend vraiment d'année en année. Les sujets changent. La base, c'est toujours les plaintes. Et ce qu'il faut garder vraiment en tête, c'est qu'il y a des contrôles sur des associations, des organismes à but non lucratif et que ça s'intensifie. On est à des centaines de contrôles. On est à plus de 340 contrôles par exemple pour l'année dernière, donc c'est vraiment important. Et dans ces contrôles, il y a plusieurs types de sanctions et certaines sont publiques, d'autres non, donc ça dépend. Par contre, ce qui est public, c'est les montants des sanctions qu'on a Exactement. beaucoup vu passer. Ouais. Exactement. Quand il y a une grosse entreprise qui est sanctionnée et qui a un montant conséquent, en général, la CNIL le publie. Tout à fait. Et donc, oui, la dernière partie, justement, et la dernière phase de la mise en conformité pour nous, c'est vraiment la phase d'audit de sécurité externe. Donc, je vous ai expliqué un peu au début. L'idée de cette dernière phase, c'est vraiment d'accompagner le CSE dans le contrôle technique qui a été mis en place. Donc, ça veut dire, premièrement, il faut définir et cadrer le périmètre de l'audit de sécurité technique. Donc, est-ce qu'on va juste tester l'outil de gestion ? Est-ce qu'on va tester également, par exemple, l'outil de comptabilité ou toute l'infrastructure du CSE? Voilà, mettre le curseur au bon endroit en fonction des besoins de chaque CSE. Une fois qu'on a bien défini le périmètre, l'idée, c'est de présenter au CSE différents prestataires qui pourraient mettre en place et faire cet audit.
En général, nous, au sein des CG, on privilégie les prestataires qui sont certifiés ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. En fait, pour vulgariser un peu, c'est le pendant de la CNIL, mais en cybersécurité. Donc, c'est quelque chose qui est très cadré, très normé et où il faut des certifications. Donc, en général, on passe plutôt avec ce type de prestataire. Et donc, l'idée, c'est que le prestataire réalise l'audit. En général, c'est l'audit entre 3 et 7 jours en fonction de la complexité de ce qui est testé. Et après, justement, le prestataire fait remonter les potentielles vulnérabilités. Et puis, c'est à la fois au CSE et à ICG, en fonction de l'étape de la mise en conformité, de mettre en place un plan de remédiation dans le temps. Et l'idée, s'il y a des failles, c'est de, quelques mois plus tard, faire un contre-audit de sécurité pour bien vérifier que les failles ont été résolues. Parce qu'une fois qu'on a mis en place la conformité, qu'on a vraiment fait ce projet, comment maintenir cette conformité? En fait, la première chose à savoir, c'est que le maintien de la conformité, c'est vraiment un processus qui est itératif et incrémental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on commence toujours par un processus d'audit et de remontée d'informations. Une fois qu'on aura tout fait, on va toujours revérifier avec les services. Est-ce que les process fonctionnent bien? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui ont été mises en place? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est toujours ça. L'idée, c'est vraiment de voir sur du long terme, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Cette étape, en fait, d'audit et de révision peut-être des process, en fait, permet de mettre en avant les risques, de mettre en place une communication qui peut être adaptée, de sensibiliser les personnes ou même de revoir certains process. Et puis, une fois que vraiment les process ont été testés et prouvés, à chaque fois, on les documente parce qu'en cas de contrôle à la CNIL, il y a la documentation, c'est ce qu'ils veulent voir en priorité. Et puis, la dernière étape, c'est toujours de se demander qu'est-ce qui peut être amélioré. OK, nous avons mis ça en place, donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc, suivi et examen, et on reboucle. L'idée, c'est vraiment une mise en conformité. La première étape, c'est de lancer le chantier. Ça prend 1 an, on met les bases, mais après, en fait, c'est un travail de long terme. La mise en conformité, c'est quotidien. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit toujours cyclique et incrémental pour arriver à une meilleure conformité au fil du temps. Maintenant, si on regarde justement le maintien de la mise en conformité, en fait, et même au niveau de la mise en conformité, un interlocuteur, en tout cas un acteur qui peut vraiment aider, c'est le rôle de DPO. En fait, donc DPO, c'est Data Protection Officer, DPD, donc délégué à la protection des données. C'est un acteur qui va accompagner le responsable de traitement dans sa mise en conformité et son maintien en conformité, en ayant on va dire quatre rôles principaux. Ça va déjà être de s'assurer du respect de la législation. Donc, l'idée, ça va être de vérifier que le CSE donc respecte bien la législation qui est en place, mais surtout aussi de faire une veille en fait sur cette législation, parce que en fait, mine de rien, le RGPD c'est quelque chose qui est assez récent, donc ça évolue beaucoup en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de se tenir toujours au courant des dernières évolutions sur le sujet, de voir les dernières condamnations de la CNIL, les derniers documents qu'aura publié la CNIL. Ensuite, le DPO va avoir pour rôle de contrôler la conformité en passant par les documents. Donc ça va être de tenir justement le registre des activités de traitement, de définir en fait et d'aider le responsable de traitement à définir des mesures techniques et organisationnelles, donc de mettre en place différents process. Il doit aussi avoir une vision 360, c'est-à-dire que il doit être en collaboration avec tous les services. C'est vraiment un rôle transverse. Et surtout, il doit être mis en relation dès qu'il va y avoir un projet qui va impliquer le traitement de données personnelles. Donc il va vraiment être consulté dès le début parce que il va pouvoir permettre d'avoir cette vision RGPD justement pour s'assurer que la sécurité des données est bien mise en place, que les données sont traitées de manière légale. Donc c'est vraiment une partie aussi importante d'intégrer le DPO dès le début à vos projets. Et ensuite, un rôle important du DPO, ça va être d'être le point de contact en fait avec les autorités de contrôle, donc notamment la CNIL. Déjà en permettant d'avertir en fait la CNIL dès qu'il y a une violation de données, en fonction de la gravité en fait de la violation de données, et de permettre en fait de communiquer avec la CNIL pour les contrôles qu'il pourrait y avoir autour justement de la protection des données. En termes de profil, le DPO, nous, ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que c'est assez variable.
déjà, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le DPO doit être indépendant. Il ne peut pas être jugé partie, en fait, pour faire simple. Il peut pas être DPO et en même temps avoir la possibilité de déterminer les finalités et les moyens du traitement. Ça veut dire que ça peut pas être, par exemple, un chef de service ou un élu, parce que ça veut dire qu'il y aurait un conflit d'intérêts. En termes de profil, ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, nous, c'est que ça fait, enfin, et aussi en suivant les études qui ont été faites notamment, il y a à peu près 55% des DPO qui ont un profil juridique ou informatique. Mais on constate aussi que c'est un poste qui est en évolution sur d'autres types de profils. On va dire par exemple, ça peut être un profil qui va être plus administratif, ça va être des responsables qualité, des responsables conformité. Donc c'est assez variable. Et c'est aussi important pour finir de préciser que le DPO peut être interne à l'organisme ou externalisé. C'est ça, tout à fait, et ça permet de faire une transition toute trouvée. En fait, chez ICG, justement, il existe plusieurs solutions d'accompagnement pour l'ensemble vraiment des étapes qu'on a vues précédemment, pour mettre en conformité les CSE, en fait, quelle que soit la taille. Vraiment, le but, c'est de s'adapter à votre complexité. Donc, l'idée, vraiment, c'est n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez échanger sur la mise en conformité, sur la question des DPO. Vraiment, on est là pour ça. Et au quotidien, comment ça se passe du coup, l'externalisation d'un DPO? Il est présent à distance, il se déplace, son rythme d'intervention, c'est une intervention mensuelle, hebdomadaire, comment ça se passe? Alors, ça dépend vraiment du client, et des besoins, en fait, du CSE. La première chose, c'est de savoir à quel point le CSE va être autonome. Parce qu'en fonction du degré d'autonomie, le DPO va être plus ou moins présent. Après, en général, nous, CCG, on aime bien se déplacer en physique au moins une fois par mois chez le client, parce que ça permet de créer du lien, de rencontrer physiquement les équipes et de comprendre vraiment physiquement comment sont traitées les données. Mais sinon, après, le DPO, il est présent, par exemple, dans les phases d'atelier. Donc, on peut faire des audits à distance ou en présentiel, tout dépend de ce que le client préfère. Et il est là vraiment durant toute l'année d'intervention. Donc, l'idée, c'est en moyenne, un DPO, il peut intervenir 1 ou 2 jours par semaine ou par mois, justement, en fonction de la complexité de vos demandes et du CSE. Donc, c'est pour ça que pour répondre à cette question, en fonction de la taille de votre CSE, vaut mieux nous contacter parce qu'on essaye vraiment de s'adapter. On est totalement conscient qu'un CSE de 50 personnes, comme on va voir par la suite, n'a pas les mêmes besoins qu'un CSE qui peut avoir 30 000 ouvrants droit, par exemple. Donc, Ouais. c'est l'idée. Sans parler de prix, parce que c'est pas forcément l'idée ici, mais le budget consacré, c'est un budget de fonctionnement, c'est un Oui. budget qui... D'accord, on est sur un budget de fonctionnement. OK. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce budget-là qui est sollicité et justement, c'est pour ça qu'on s'adapte en fonction de la taille du CSE parce que chaque CSE n'a pas le même type de budget, il n'a pas la même taille, n'a pas le même budget. Enfin, voilà. Bien sûr. Et ensuite, l'intégralité, si jamais il est internalisé pour l'entreprise, c'est tout pris par les heures de délégation. Là, pour le coup, c'est du côté de l'entreprise de faire son choix. Après, pour l'internalisation du DPO, également, on peut vous accompagner parce que si quelqu'un prend la fonction en interne, ICG peut se charger de sa formation pour qu'il soit autonome sur le sujet. D'accord. OK. Oui, parce que j'imagine qu'il n'est pas possible de se former seul, ça va C'est être très compliqué. compliqué. C'est ça. Et d'ailleurs, pour être transparente, on a eu beaucoup de CSE qui sont venus nous voir en nous disant, honnêtement, au début, on a essayé de le faire par nous-mêmes. On a essayé de se former en interne, mais en fait, c'est compliqué, on manque de connaissances juridiques ou techniques. Et justement, d'où ça dépend de la volonté du CSE, du degré d'autonomie, on s'adapte. Si vous voulez qu'on prenne en charge 100% du dépôt externalisé et que vous n'ayez rien à faire, on a cette solution. Mais pareil, si vous voulez plutôt être accompagné dans l'autonomie de la formation pour prendre en main ces sujets, on peut également vous accompagner sur ça. C'est la question justement que je voulais vous poser par rapport à l'expérience que vous aviez, vous, dans l'accompagnement de vos clients. Est-ce qu'il y a des moments où peut-être vous êtes arrivé, où c'était trop tard, l'entreprise avait déjà pas dépassé les limites, mais du moins trop peu respecté les prérogatives de la CNIL? Est-ce qu'il y a des moments où vraiment vous étiez débordé par une situation? Ça peut arriver, enfin, pas débordé, on n'est jamais débordé, mais Ouais. c'est vrai que la conformité des CSE est variable. Il y en a où on arrive et vraiment, c'est un sujet qui les intéresse. Donc, ils ont déjà mis des bases, surtout techniques. Mais il y a d'autres CSE où on a pu intervenir où justement, ils avaient la volonté de se mettre en conformité, mais ils n'avaient rien fait. Et quand on ne fait rien, on a en général ce qu'on appelle des cimetières de données, donc beaucoup de données qu'on ne supprime jamais. En termes techniques, on n'a rien mis en place pour sécuriser ces outils forcément. Et donc,
là, justement, on dimensionne et on étale dans le temps en fonction de la complexité. Mais oui, tous les CSE sont... Enfin, on n'a aucun CSE qui est à la pointe de la conformité, c'est normal, c'est une matière qui est mouvante, qui avance. Mais l'idée, c'est vraiment s'il y a une volonté de se mettre en conformité, quel que soit votre statut de maturité, on peut s'adapter. Ok. Oui, parce qu'au final, enfin, c'est jamais, il n'y a jamais de point de non-retour en fait. On n'est jamais trop tard quand on arrive dans une mise en conformité. C'est juste qu'en fonction des sujets et de la complexité des activités du CSE, on va devoir prioriser en fait les sujets les plus importants. Et comme le disait Céline, étaler dans le temps. Donc ça peut être plus long que un an, mais globalement, il n'y a pas de trop tard. Ok. Ouais. Surtout qu'en fait, en cas de contrôle à la CNIL, l'idée, c'est de montrer que vous êtes proactif, que vous avez un plan d'action, que c'est un sujet... En fait, la CNIL est conscient qu'on ne peut pas être en conformité du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Mais il faut montrer que vous êtes proactif, que vous avez commencé les chantiers et que vous avez prévu d'être en conformité à T4, T1, etc. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir un plan à fournir à la CNIL. Ouais. Ça me fait penser à, je ne sais pas si c'est le cas, mais comme aux impôts, où en fait, on a le droit à l'erreur. Est-ce que l'entreprise, le CSE, a le droit à l'erreur? Oui, tout à fait. C'est vraiment, en fait, il y a le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, il faut savoir que si vous avez des questions techniques ou spécifiques, vous pouvez même vous adresser à la CNIL. C'est-à-dire que la CNIL, normalement, l'une de ses prérogatives, c'est de répondre aux questions sur le RGPD et ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi que la CNIL a ouvert, il y a un forum plus ou moins privé où les DPO peuvent contacter la CNIL directement s'ils ont des questions. Parce que certes, en tant que DPO, on a une bonne connaissance juridique et technique, on a une bonne connaissance sur notre secteur d'activité qui nous est propre, les CSE, mais on n'est pas à l'abri de tomber sur une question très précise qu'on n'a jamais rencontrée. Et donc, en tant que DPO, on peut s'adresser à la CNIL pour avoir la réponse. Je vous remercie en tout cas, je vous laisserai bien évidemment le mot de la fin, mais je vous remercie Céline et Nelly pour le temps accordé dans la préparation et dans l'animation à la fois du support et du live. J'espère que ça a pu répondre à une certaine de vos interrogations. En tout cas, moi, je vous encourage avec les liens qui sont disponibles à la fois dans le chat, mais également affichés à l'écran, avec Hugo, de prendre contact directement avec ICG Conseil pour un projet actuel ou futur sur de la mise en conformité ou des questions qui sont techniques. Je sais qu'en tout cas, elles prendront plaisir à pouvoir répondre à vos questions et vos interrogations. Et en tout cas, moi, j'ai pris plaisir à assister à ce webinaire. Celles et ceux qui l'ont pris en cours de route, le replay sera disponible, monté, avec un guide pratique. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, allez sur ICG Conseil. Si vous souhaitez également voir le replay dans son intégralité à partir de la semaine prochaine sur www.lajourneeducse.com. Merci à tous. J'espère vraiment que ça a permis de vous rendre le RGPD un peu plus clair. En tout cas, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec Hugo et c'était un plaisir de participer à ce webinaire. Merci. Merci à vous d'être venus et d'avoir participé, en tout cas d'avoir écouté. Merci beaucoup.